c'est Meetup. Comme l'a dit Émilie, moi je vais vous parler de solutions permettant de faciliter en fait la gestion des images responsives. On va aborder pas mal de sujets. Je pense que j'ai de quoi remplir 2-3 heures, mais c'est pas le temps que j'ai, donc ça va avancer un peu vite. Je vais me présenter juste très rapidement. Donc, je m'appelle Nicolas Oiset, je suis cofondateur et directeur d'innovation de CleverEdge. On est présent un peu partout dans le monde, c'est bien ça pète qu'on peut dire ça maintenant. Et vous pouvez aussi me trouver sur Twitter, je vous donnerai aussi mon handle Mastodon tout à l'heure. Et donc ça fait déjà pas mal de temps qu'on fait du responsive, qu'on voit pas mal de cas projets différents et qu'on adresse les problématiques particulièrement de performance et de gestion des images dans le responsive. Donc pas mal de retours d'expérience qui me permettent d'avoir une vision assez globale du sujet pour vous en parler ce soir. Donc directement dans le vif du sujet, avec juste un petit rappel sur des techniques de base de mise en œuvre des images responsives avant de partir dans vraiment les outils de gestion, d'optimisation et tout ça, puisque quand même le sujet ce soir c'est plutôt la web perf. Avec un premier point sur les compressive images. Donc certains d'entre vous connaissent peut-être cette technique qui a été mise au point, enfin inventée par Dan Jobsis, un néerlandais, en 2012, et qui avait été repris par Scott Gell de Filament Group sous le nom compressive image. Donc c'est ce nom-là qu'on a retenu, même si c'est pas lui qui a inventé le concept. L'idée c'est de prendre une image très très grande qui puisse du coup être redimensionnée par le navigateur, quelle que soit la dimension souhaitée à l'affichage. Donc au moins x2, puisqu'à l'époque il y avait les écrans Retina des iPhone 4, 4S, mais on n'avait pas de densité au-delà de x2, alors qu'aujourd'hui on va jusqu'à 4, voire plus. Et on compresse très très fortement l'image. Donc si on la regarde en 100%, bah, c'est mauvais, on voit des artefacts de compression et tout ça. Par contre, vu qu'elle est redimensionnée, réduite à l'affichage, la finesse de l'écran, la densité de pixels fait qu'on ne voit pas ces artefacts à l'œil, mais on a beaucoup gagné en poids d'image. Donc pour illustrer, ça c'est dans l'article d'origine, si vous prenez une image de 300 par 200 que vous affichez en 1 pour 1, c'est un pixel de l'image pour un pixel de l'écran, bah, vous pouvez comprimer, mettre une compression à 80, donc qualité 80 de JPEG, l'image fera 21 kg. Alors que si vous prenez une image 2 fois plus large et 2 fois plus haute, donc 4 fois plus grande en surface, mais que vous la compressez beaucoup plus, bah, vous avez un point inférieur, mais vous pouvez avoir un rendu qui est même finalement parfois plus fin suite à ce resize. Alors là, c'est artificiel hein, évidemment, puisqu'on a les deux sur le même écran et tout ça. Mais on peut gagner comme ça du poids tout en ayant une très bonne qualité sur les écrans Retina, puisque sur l'image de gauche, on n'adresse pas le Retina, puisqu'on sert autant de pixels que de pixels CSS, sachant qu'il faut 4 pixels physiques pour servir un pixel CSS normalement avec le Retina. Donc on gagnait le support du Retina pour les super iPhones qui ont inventé le concept, puis évidemment tous les autres qui sont arrivés après, tout en gagnant du poids, donc c'était magique. Le problème, c'est qu'on envoie une image qui est beaucoup plus grande, donc ça nécessite beaucoup de calculs dans l'appareil pour faire le rendu, déchiffrer l'image, la décompresser et faire son rendu. Et donc Tim Kadlec, un autre spécialiste de la perf, a refait justement la semaine dernière un article sur le sujet pour enterrer définitivement ça, en montrant qu'on pouvait atteindre une consommation de mémoire, et sans parler du CPU et autres, mais la consommation de mémoire peut être énorme à cause de ces images. Donc lui, il donnait un exemple, il a repris l'exemple du Filament Group, où l'image qui serait de façon optimale en 400-300 prendrait 480 kilobits en mémoire quand elle est décompressée, lue par le navigateur, alors que l'image compressive, donc plus grande pour gérer le Retina, prendrait plus de 3 mégas. Donc on voit l'impact que ça peut avoir quand on a plusieurs images de cible dans la même page. Le navigateur il peut vite avoir du mal, surtout si c'est un appareil de moyenne ou bas de gamme. Donc stop, faut arrêter les compressive images. C'était un bon hack, on va dire, mais c'est plus comme ça qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, on va plutôt utiliser le standard picture. Qui ne connaît pas le standard picture? Il y en a quand même quelques-uns. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'utiliser. Je ne voulais pas revenir trop sur la base, mais j'ai quand même fait 2-3 slides. Donc il y a un standard qui s'appelle Picture, mais en fait il y a plusieurs usages.
Ça, c'est le truc qui est difficile à comprendre pour ceux qui découvrent, parce que c'est un peu complexe. Le standard Picture, d'ailleurs, porte mal son nom, puisque dans le standard, il y a plusieurs choses, et il y en a une qui s'appelle Picture, mais du coup, ça évince un peu les autres. Donc il y a bien une balise Picture, qui utilise aussi une balise source qui ressemble un peu à l'usage qu'on fait pour les vidéos et les audios depuis HTML5. Mais il y a aussi deux nouveaux attributs qu'on peut utiliser directement sur la balise IMG standard. Donc on peut déjà faire des images responsives dans pas mal de cas, juste avec ces deux nouveaux attributs sur la balise IMG. Donc différents cas pour illustrer les possibilités, une partie des possibilités en tout cas. On a avec l'attribut src7 qu'on peut mettre donc sur la balise image, on peut définir, enfin on va pouvoir gérer des images de taille variable, mais de contenu constant. C'est-à-dire l'image, le visuel est toujours le même, quelle que soit la dimension. Donc là je vous ai fait un cas simple, une bannière, pleine largeur. On va pouvoir utiliser l'attribut src7 pour lister plusieurs images dans le HTML à l'intérieur de la balise IMG, et le navigateur choisira la plus adaptée en fonction de la largeur du viewport et de la densité d'écran. D'accord? Cas simple. Parce qu'on est pleine largeur. Maintenant, on a des cas évidemment où l'image n'est pas pleine largeur. Donc là, il va falloir exprimer aussi dans le HTML quelle est la largeur de l'image à un moment donné, ou plutôt à un viewport donné, pour que le navigateur sache décider quelle est la taille d'image à afficher et donc laquelle à télécharger. Donc on a toujours notre src7 qui permet de lister les images disponibles, mais on va rajouter l'attribut sizes, toujours dans la balise IMG, pour lister en fait les différentes tailles que peut prendre l'image en fonction du viewport. Donc on va utiliser pour ça des media queries. Alors je ne vous ai pas assommé avec du code, vous irez creuser si vous ne connaissez pas encore. L'idée c'est juste de représenter un peu les cas d'usage. Mais donc là, on va typiquement pouvoir donner trois valeurs à sizes. Une valeur, en gros, si j'arrondis un peu en évitant de traiter les marges, les gouttières, au début, sur petit écran, on est plutôt sur du 100 VW, c'est-à-dire la largeur totale du viewport. Ensuite, on va être sur la moitié, et enfin, on va être sur le tiers. Voilà. Et juste ces trois informations-là, dans l'attribut sizes, vont permettre au navigateur, avant même d'avoir chargé le moindre CSS ou d'avoir commencé le rendu, il va savoir, il connaît son viewport, il connaît la densité d'écran, donc il va dire ok, je suis sur tel viewport, dans le HTML, dans l'attribut sizes, je vois qu'à tel viewport, mon image elle fera la moitié. Donc il calcule la moitié du viewport fois la densité, ça lui donne la taille d'image qu'il doit télécharger, et il va voir dans la liste des images disponibles laquelle est la plus appropriée. Donc le navigateur peut, et c'est là l'intérêt des standards d'images responsive, il peut commencer à télécharger des images avant même d'avoir commencé leur rendu ou d'avoir chargé des CSS qui évidemment peuvent avoir une influence derrière. Dernier cas d'usage, un peu plus complexe, c'est ce qu'on appelle la direction artistique, où on va avoir le contenu de l'image qui change, ou le contenu de façon générale. C'est-à-dire ça peut être une toute autre image, mais ça peut aussi être la même image, mais présentée de différentes manières, c'est-à-dire découpée de différentes manières. Par exemple ici, on passe d'un format paysage à un format portrait sur le même contenu. Donc c'est un cas de direction artistique, et on va avoir besoin de lui dire à quel moment on passe d'une version à l'autre. Et c'est là que la balise picture qu'on a rajoutée avec ce standard va être intéressante, puisque c'est dans la balise picture qu'on va définir des media queries pour séparer les deux usages, donc en mode landscape, en mode portrait. Et à l'intérieur de chacun, on peut faire du responsive fluide, puisque l'image ne change pas. Là, on voit entre petit et moyen, on va dire. J'évite de dire smartphone, tablette et autres. L'image est la même, on a juste besoin de gérer la taille, alors qu'après on bascule sur une autre présentation. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on va combiner tout ça. Je ne rentre pas dans le détail. Surtout que je vous dis juste après qu'on va éviter d'utiliser Picture la plupart du temps. Donc là vous avez un excellent article de Jason Grigsby, un Américain de la boîte Cloud4, qui a écrit un article donc qui commence à dater, c'était septembre 2014, mais c'est toujours vrai. Picture, c'est pour gérer des cas qui sont peut-être pas marginaux, mais qui sont quand même pas les plus courants. Et il faut surtout pas l'utiliser. Il faut surtout pas utiliser Picture si on est dans ce cas-là ou ce cas-là. D'accord? Si l'image est la même, elle est juste redimensionnée, quel que soit le viewport, il faut pas utiliser Picture. Si on utilise Picture, c'est soit qu'on est allé dans une optimisation très particulière, ça va pas être le sujet ce soir, soit qu'on gère de la direction artistique. Pardon, comme ça. Hop, comme ça. D'accord? Normalement, c'est pas très courant.
Une fois qu'on a dit ça, donc là normalement c'est bon, vous êtes au point sur les images responsives, vous maîtrisez tout. On va pouvoir rentrer plus dans le vif du sujet de la soirée. Donc notamment, quand on va définir dans l'attribut src7, on va définir une liste d'images avec leurs dimensions. Et le but c'est vraiment de lister plusieurs fois la même image, mais en plusieurs dimensions. Mais quand on a dit en plusieurs dimensions, il faut se poser la question des dimensions en question. Et ça, c'est pas forcément évident. Donc il y a certains qui vont prendre des tailles arbitraires, qui vont se dire, bah, de toute façon, les gens qui vont venir, alors j'imagine sur une image qui est pleine largeur, l'exemple de ma bannière tout à l'heure, ils vont se dire, bon, de toute façon, les gens qui vont venir, ils vont être sur un smartphone qui va faire 320 ou 360 pixels de large, en gros. Je parle de dimension CSS uniquement. Des tablettes qui font 800 ou 1024, et puis des desktops qui vont à 1280 ou au-delà. Donc ils vont définir comme ça arbitrairement des tailles d'images, et puis ils vont les mettre dans le src7. En fait, ça va rarement être pertinent, parce qu'aujourd'hui on a évidemment des appareils de toute taille sur les smartphones, les tablettes, les intermédiaires avec les phablettes et tout ça. Sur ordinateur, l'utilisateur il peut redimensionner son navigateur comme il veut. Et si on fait bien le responsive, il est complètement fluide. Donc quelle que soit la taille, on va essayer de s'ajuster, de remplir au maximum. Et donc les tailles d'images, elles vont être très variables. Et on ne peut pas trop prédire quel sera l'usage de fait. Donc on a besoin d'analyser un peu plus finement et de ne pas prendre des tailles arbitraires. Jason Grigsby, encore lui, a écrit toute une série, il y a une série de 10 articles de mémoire, Responsive Images 101, donc c'est en gros tout ce qu'il faut savoir sur les images responsives, donc je vous invite à lire ça aussi si vous voulez découvrir le sujet. Et dans la partie 9, donc quasiment à la fin, il commence à parler justement des breakpoints d'images, donc à bien dissocier des breakpoints de page pour le design. Les breakpoints d'images, c'est vraiment comment choisir les différentes tailles d'images qu'on va mettre à disposition. Et pour ça, il évoque plusieurs possibilités. Une première possibilité, c'est le budget de performance. Donc le budget de performance, dans la notion de breakpoint d'image, c'est le fait de se dire, quand on va passer d'une taille d'image à une autre, il faut maîtriser en fait le palier en termes de poids d'image. C'est-à-dire que notre objectif, c'est qu'à tout moment, un utilisateur, dans son navigateur, ne soit pas obligé de charger une image qui fasse plus d'un certain poids en trop par rapport à la dimension optimale. Parce que, alors, ce que j'ai pas cité là, j'aurais dû faire un slide sur le sujet, une autre approche qu'on peut avoir, mais qu'on avait d'ailleurs dans le passé, c'est de se dire, on attend que le navigateur ait fait son rendu avec sa CSS, éventuellement du JavaScript, et puis on va détecter quelle est la taille d'image qu'on veut réellement, puisqu'on a fait notre rendu, on sait où est l'emplacement de l'image, et puis on appelle le serveur en lui passant ça en paramètres. Comme ça, le serveur nous envoie la taille parfaite. Sauf que ça, si on est capable de stocker sur le serveur des images dans toutes les dimensions possibles, évidemment, c'est peut-être envisageable, mais même ça, c'est pas bon, parce que ça nécessite d'attendre que le navigateur ait fait le rendu avant de pouvoir charger l'image. Alors que ce que je vous ai expliqué, c'est qu'avec les standards d'image responsive, le but, c'est au contraire que le navigateur puisse télécharger le plus vite possible les images pour pouvoir faire le rendu de façon efficace. Donc là, l'idée du budget de performance pour les images responsives, c'est de définir un palier, finalement, entre chaque image, en termes de poids, en se disant comme ça, les utilisateurs, quand ils vont arriver sur la page et qu'ils vont charger l'image, on est sûr qu'ils ne téléchargeront pas plus de ce palier en trop, d'accord, par rapport à la dimension optimale. Ça a donné naissance à un outil qui a été développé par Cloudinary, une solution SaaS dont je vous parlerai un peu plus tard, donc inspiré par le billet de Jason Grigsby. Vous avez l'URL ici, et on va pouvoir lui donner en paramètres la différence de poids, donc ce palier entre les différentes tailles d'images, le nombre total d'images qu'on veut générer, parce qu'on ne veut pas non plus charger 20, 50 images. Est-ce qu'on veut prendre en compte les densités, les hautes densités, donc il ne gère que x1 ou x2, mais c'est déjà pas mal en termes d'usage, et puis la direction artistique, donc on peut aussi gérer ce cas-là. Donc voilà comment ça se présente. Vous allez uploader votre fichier à gauche, vous utilisez un de leurs exemples, vous définissez vos résolutions minimum et maximum, donc ce que vous voulez gérer comme viewport. Le pas, donc le fameux budget de performance, c'est le size step, qui est le paramètre au milieu là. Donc ici il est à 50.
50 kg. Le nombre d'images maximum, en général dans les projets on essaie de ne pas avoir trop d'images. Vous avez une case, un check là sur la gestion du Retina et puis ensuite la gestion éventuelle de la direction artistique. Pour faire un exemple simple, sans direction artistique, voilà ce que ça peut vous fournir. Donc j'ai uploadé cette image, j'ai défini que je voulais 5 images avec un pas de 50 kg et il va me générer les différentes images. Donc vous voyez comment elles se répartissent en bas à droite. Elles sont toutes disponibles en haut à droite là. Et puis il me fournit même le code pour les insérer dans ma page. Alors ce que vous voyez par contre, c'est qu'il n'a pas respecté mon pas. Parce que je lui ai dit, moi je veux 5 images maximum pour couvrir je sais plus, de 320 à 1200 pixels de viewport. Là il ne peut pas n'en utiliser que 5 en respectant la contrainte de 50 kg. Donc il respecte avant tout la contrainte du nombre d'images. Pourquoi c'est important cette contrainte sur le nombre d'images? Parce que évidemment, le nombre d'images va impacter le volume que vous allez devoir stocker, soit chez vous, soit sur une solution SaaS, les solutions SaaS étant souvent facturées en fonction du volume. Donc si vous vous dites, je veux à tout prix respecter mon pas de 50 kg, quel que soit le nombre d'images, donc sur l'interface vous pouvez mettre le nombre d'images à 40, si vous le souhaitez, mais ça veut dire que vous allez devoir stocker tout ça. Tout ça, évidemment, ça va vite finir par coûter cher. Voilà, donc vous pouvez jouer avec ça, ça vous donne les images. C'est utilisable aussi en mode API, donc vous pouvez tout à fait intégrer ça à vos outillages d'automatisation, mais essayez déjà de l'utiliser à la main pour voir ce qui est faisable. Autre approche, parce que là, ce qu'on se dit, si je reviens là, si ça se trouve, finalement, moi j'ai défini effectivement mon viewport minimum, mon viewport maximum, ça m'a calculé mes images, c'est chouette, mais si ça se trouve, je vais avoir 50% de la population qui visite mon site qui a besoin d'une image qui va être à 750. Là on voit, j'ai des images à 650, une image à 908 de largeur, et il se trouve qu'en fait finalement la plupart des utilisateurs vont nécessiter une image de 750, ils vont tous télécharger celle de 900, c'est pas très efficace. Donc du coup, une autre approche, c'est d'essayer de s'intéresser aux dimensions les plus courantes. Dimensions au sens dimension d'image, dimension réelle de l'image nécessaire. Donc évidemment, ça va varier en fonction des viewports et de la densité. Évidemment, un écran de densité 1 de largeur 640 aura besoin de la même image qu'un écran de densité 2 de largeur 320. Je vous rapprends pas ça normalement. Mais donc, on va essayer de s'intéresser aux images les plus courantes. Donc ça aussi, c'était évoqué par Jason Grigsby dans son article. Suite à des discussions notamment avec des gens qui travaillent sur des solutions de CDN, donc notamment Yoav Weiss, qui est un des créateurs du standard d'image responsive et l'implémenteur dans Chromium et dans Safari, dans WebKit. Et Ilya Grigoric de Google. Donc eux, ils ont discuté pas mal de ces sujets-là parce que ça les intéresse au niveau CDN de stocker un nombre optimal d'images, donc pas trop, et qu'elles soient optimales en termes de poids. Et ils voient passer toutes les requêtes, vu qu'ils bossent sur des CDN, donc ils ont le moyen de savoir effectivement quelles sont les images les plus courantes. Alors on a fait la mise en œuvre de ce principe-là de façon assez artisanale chez des clients. Il faut le faire image par image, évidemment, enfin emplacement par emplacement, puisque là on s'intéresse aux dimensions de l'image et non pas à leur poids, finalement. C'est dans le but d'optimiser le poids, mais c'est surtout sur les dimensions. On va essayer de servir l'image la plus adéquate. Donc on a besoin de pas mal de statistiques et puis de faire pas mal de calculs. Donc petit exemple concret en 9 étapes. Première étape, c'est essayer de définir un peu l'évolution des dimensions des éléments dans les pages en fonction des viewports. Donc là, c'est un petit tableau. Vous avez la colonne viewport, la deuxième là, sur différentes valeurs seuil importantes pour le design de viewport, avec, vous voyez en évidence, un breakpoint à 768 et des tweak points, c'est-à-dire des breakpoints sur lesquels on a des petits ajustements, mais pas de gros changements. On voit les différentes composantes de la page, en largeur essentiellement, les dimensions qu'elles prennent. Donc il y a des valeurs calculées, il y a des valeurs qui sont fixes, qui sont fixées du coup dans la CSS, dans le design. Si on représente ça sous forme de graphe, ça vous montre l'évolution avec le viewport en bas de la largeur
des différents éléments qui composent la page. Donc vous voyez notamment qu'à un moment, on passe de 1 à 2 colonnes. Hein. Quand on n'a que du rouge au départ, on est sur un site monocolonne. Au bout d'un moment, à 768, pof, on passe en 2 colonnes, donc la colonne 2, la colonne verte, arrive en plus, et ainsi de suite. Évidemment, l'objectif quand on fait du responsive, c'est de limiter la zone rouge, ce qu'on a appelé fond perdu, alors qui est plus ou moins perdu, puisque là c'est sur un site média, donc il y a l'habillage visible, ce qui peut être un peu un fond perdu pour l'utilisateur aussi. Voilà, ça dépend des sites évidemment. Donc ça nous permet d'extraire l'évolution de la largeur d'image. Là, on s'est intéressé à la première image d'illustration de l'article. Donc c'est cette courbe-là, qui est une version un peu étendue de la courbe. Parce que c'est une image qui est pleine largeur dans le contenu. D'accord ? Donc ça, c'est la théorie. Après, si on regarde la pratique, on a le site qui est monté, on a du HTML, CSS et tout ça. Et si on regarde la dimension réelle, donc en mettant, on charge la page dans un navigateur, on redimensionne pixel par pixel et on regarde la taille effective de l'image. Et on voit qu'on n'a pas exactement la même chose, mais pas trop loin. Donc en tout cas, c'est intéressant d'avoir la valeur réelle, puisque c'est ça qui va nous servir de calcul. Ça, c'est notamment du fait, si vous regardez, il y a un petit point d'inflexion là vers la fin, c'est parce qu'on a un max width quelque part, qui bloque le design global pour pouvoir mettre l'habillage, justement. Et du coup, le contenu, il est contraint par ses parents, et ça nous donne ça. Ça, on ne l'avait pas vu dans la théorie, mais c'est toujours intéressant de le vérifier. Étape suivante, c'est de mettre une solution d'analytics ou son propre outil de log front pour récupérer sur tous les visiteurs, sur tous les hits de page, la densité d'écran et la largeur de viewport. Donc là, c'est ce qu'on a collecté. Alors j'ai masqué les nombres de pages vues, ils sont énormes, c'est sur un gros site média. Mais on voit, donc on a des gens qui viennent sur une densité 1 avec un viewport de 1920 pixels, densité 1, 1366 et tout ça, donc c'est en page vue décroissante. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'écrans, de grands viewports en fait qui viennent principalement. Et puis plus bas, on a les densités qui augmentent. On se retrouve avec les tablettes, puis les smartphones. Et il y a beaucoup plus de variété dans les dimensions de viewport sur les smartphones et tablettes, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas en tout premier, là où sur les ordinateurs c'est quand même beaucoup plus limité en termes de variantes. Mais la somme, évidemment, de tous les smartphones et tablettes représente un gros pourcentage. Donc l'étape suivante, c'est d'essayer de un peu normaliser tout ça, parce que là, on a des valeurs évidemment un peu plus bas, avec un peu moins de pourcentage de représentés. On va avoir tout ce qui est navigateur redimensionné, qui sont du coup pas sur des tailles fixes. Donc on va se retrouver avec des valeurs qui sont complexes à gérer. Donc là, on a tout normalisé sur des paliers de 50 pixels pour le viewport. Et on a calculé donc, à partir de ce qu'on avait déjà fait auparavant, la taille affichée d'image. Donc vous avez la dimension, je ne sais pas si je peux afficher un curseur, oui, là. Ici vous avez la dimension réelle affichée. Donc voilà, pour ce viewport de 1400, le calcul nous donne 556 pixels pour l'image. On ne va pas vouloir générer des images de 556 pixels. Donc pareil, on a normalisé tous les 10 pixels pour avoir une valeur utilisable. Ensuite on consolide, puisque cette normalisation fait que certaines valeurs vont être arrondies à la même valeur, donc on consolide tout. Et on voit qu'une image de 640 pixels couvre déjà 35% de nos visiteurs. Donc c'est énorme, hein, sur une dimension d'image. Et on voit que assez rapidement ça décroît, donc on se rend compte qu'avec quelques tailles d'image, on va être capable de servir la plupart du monde. Donc si on continue, on identifie justement des valeurs cibles pertinentes. Donc ce qu'on va ici mettre dans la colonne Pixel Perfect. Donc je le disais, c'est de l'artisanat, hein. On va tâtonner, on va essayer de chercher les valeurs intéressantes. Donc ici, on a défini 5 tailles, en se disant 5 c'est une bonne limite pour le nombre d'images, et on calcule automatiquement pour les autres valeurs, quel est le surplus ou le manque dans les tailles disponibles, la part de navigateurs concernés. Donc évidemment c'est 0 quand on est sur la taille perfecte. Et ça va nous permettre de valider notre liste de tailles d'images. Donc là on a validé 5 tailles d'images, et il nous reste juste dans 2% des cas où le 960 est trop petit. Donc on peut rajouter éventuellement une 6e à 1200, un truc comme ça, pour servir ceux qui sont sur des écrans densité 4 ou sur des écrans 27 pouces avec le navigateur en plein écran. Mais là,
on a obtenu, du coup, des tailles d'image qui sont les plus pertinentes pour nos utilisateurs, parce qu'on va être sûr que la majorité des utilisateurs vont avoir une image qui est aux dimensions les plus adéquates pour eux, ou très proches. Au passage, ça nous évitera de faire aussi du gaspillage de bande passante, et on la paye aussi la bande passante, donc c'est intéressant. Le problème, c'est qu'il faut recommencer régulièrement, parce que ça bouge, évidemment, toutes les statistiques. Alors si le design bouge, évidemment, mais les stats aussi, il y a des nouveaux appareils qui sortent sur le marché régulièrement, donc il faut le faire régulièrement. Tous les 6 mois, ça devrait suffire, mais c'est intéressant. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Par contre, ce que disait justement Jason Grigsby dans son article aussi vers la fin, bah, ça ne devrait pas être une opération manuelle, ça ne devrait pas être des humains qui font ça, c'est pas mal de temps à passer là-dessus. Donc, bah, on va essayer d'optimiser ça. On a un projet là-dessus qui est pour l'instant balbutiant, mais l'idée c'est vraiment d'automatiser et de trouver le moyen d'avoir un outil qui nous fasse ça tout seul, en se branchant sur les solutions d'analytics, et puis en faisant tout seul l'audit des tailles d'image réelles en fonction des viewports. Ce qui nous permettra d'avoir plus de temps libre, mais ça c'est la théorie. Parce qu'en pratique, pourquoi le projet ne se lance pas? C'est parce que c'est pas si simple, et puis ça risque de nous prendre pas mal de temps. Donc voilà pour la définition des tailles d'image, qui est un point vraiment très très important, hein, c'est pour ça que j'ai mis en premier. C'est-à-dire si on ne définit pas les bonnes tailles d'image, on va être amené à envoyer des images trop grandes, puisque le navigateur, par défaut, il va choisir l'image supérieure à la taille nécessaire, et donc si cette taille est trop éloignée, il va vraiment charger beaucoup trop d'images, donc de poids. Donc maintenant, comment on va optimiser le poids une fois qu'on a les bonnes dimensions? On va commencer par choisir le bon format d'image. On va voir que c'est pas toujours bien fait, dans un exemple tout à l'heure. Donc historiquement, on avait l'habitude de manipuler quelques formats, 3 principaux, les GIFs pour les petites images, donc ça c'est pour les vieux de la vieille, des petits logos, des trucs avec une transparence binaire, oui-non, sur des pixels. Sur tout ce qui va être plus tracé, donc de façon un peu plus évoluée, des logos, des gestions de transparence un peu plus subtiles, du PNG, sur de la photo, du JPEG, et sur les images animées, les GIFs à nouveau, ou GIF, je ne sais pas comment on dit. Aujourd'hui, on va plutôt être sur du SVG dès qu'il y a du tracé, dès qu'on peut faire du vectoriel, surtout en responsive, c'est quand même sympa d'avoir quelque chose qui se redimensionne sans problème. Sur les images animées, ben, on va arrêter d'en faire, on va faire des vidéos muettes. En plus, si elles sont muettes, elles pourront éventuellement être lancées automatiquement dans certains navigateurs, alors que s'il y a du son, elles vont être maintenant quasiment partout bloquées de base. Donc là, malheureusement, il n'y a pas qu'un format, il y en a 2 à supporter au moins pour être compatible avec tous les navigateurs. Il y a un nouveau format qui est sorti aujourd'hui, open source, par un gros consortium où il y a tout le monde sauf Apple. Donc, ah, il y a Apple? Ah, j'ai vu aujourd'hui qu'il n'y avait pas Apple, donc pour le goûter, là, ils sont arrivés? D'accord, bon, je vérifierai parce que la nouvelle date d'aujourd'hui. Donc il y a un nouveau format, open source, et peut-être qu'un jour on aura un même format supporté dans tous les navigateurs, ce sera chouette. Et pour les photos, on garde le JPEG beaucoup. Alors si on regarde là, par exemple, sur le logo d'Airboost, une solution dont je vous parlerai après, la même image avec le même rendu, le PNG fait 6 kg, le SVG fait 2 kg, 2,5 kg, voire moins, c'est du texte, c'est facile à compresser encore plus. Donc 1,3 kg, alors qu'en JPEG on est à 38 kg. Et puis on sait que le JPEG n'est pas adapté à ce genre d'image. Et en fait, on a plein d'autres formats maintenant pour gérer les images bitmap, de type photo, voire autres. Donc notamment WebP, JPEG XR, JPEG 2000, et qui vont nous apporter de meilleures qualités pour des poids inférieurs et même plus de capacité, puisqu'ils vont gérer par rapport à du JPEG, par exemple, ils vont pouvoir gérer de la transparence aussi, alors que le JPEG ne sait pas le faire. Donc le WebP, par exemple, ici, sur l'image de décollage de fusée à droite, fait 13 kg pour la même image que alors le PNG est 171 kg, évidemment, c'est pas adapté, mais le JPEG 33 kg. D'accord. En moyenne, le WebP et le JPEG XR apportent de l'ordre de 30% de gain de poids par rapport au JPEG équivalent, en termes de qualité visuelle. On voit que le WebP sur le logo, d'ailleurs, fait 9 kg seulement, donc par rapport au JPEG à 38 kg, on a un gain très important. Alors,
il y a une étude qui a été publiée sur PerfPlanet, donc c'est un peu le calendrier de l'Avent de la performance, hein, si vous connaissez 24 Days ou 24 jours de web, un truc comme ça. Le calendrier de la perf existe aussi, très intéressant tous les ans. Et en 2013, donc, il y a eu une étude comparant ces différents formats. Là, comme pour les formats vidéo, malheureusement, on n'a pas un format, à part JPEG, on n'a pas un format qui est supporté par tous les navigateurs. Du coup, on est obligé potentiellement de fournir les différents formats si on veut bénéficier des gains en poids sur les spécificités de chaque format. Et ils ont fait des tests avec un algorithme qui calcule la qualité de l'image par rapport à une perception qu'on en ferait en tant qu'humain. Et ils ont mesuré, là, on voit en WebP un gain du WebP par rapport au JPEG qui varie en fonction de la qualité visuelle qu'on veut, entre 56 et 40%. Donc si on est un peu sécurisé, on fera, comme je vous disais tout à l'heure, autour de 30%. Et avec le JPEG XR, c'est un peu moins, c'est plutôt de l'ordre de 25%. Mais on a un gain sans aucune perte visuelle, ce qui est important, avec ces formats-là. Ensuite, une fois qu'on a choisi les bons formats, qu'est-ce qu'on va optimiser? Alors, ça va pas forcément être très manuel, hein, on va utiliser des outils, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même quand on a choisi un format, il peut y avoir plusieurs algorithmes de compression supportés par le format. Plusieurs algorithmes, parce que les algorithmes vont se focaliser sur un sujet ou plusieurs sujets, et notamment les trois plus importants. Ça va être le poids obtenu, donc ça c'est un peu le sujet du jour, mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est la durée de la compression. C'est-à-dire que les algorithmes vont être très efficaces, vont mieux comprimer, mais vont prendre beaucoup de temps, donc ça peut être coûteux côté serveur, ou sur la solution SaaS qu'on utilise, ou aussi des problèmes de performance de décompression. Donc là, côté client. Si on a une image qui est super légère, mais qui met 3 fois plus de temps à se décompresser dans le navigateur, c'est pas terrible. D'accord? Donc là, vous avez un certain nombre d'algorithmes qui existent, et il y a une étude là, donc, qui comparait surtout Zopfli et Brotli, qui sont deux algorithmes qui viennent de chez Google, comparé à Deflate, qui est le système de compression de base sur lequel les autres sont basés, justement. Et LZMA, et on voit donc en horizontal la vitesse de décompression et en vertical le taux de compression. Donc on voit que ceux qui sont le plus en haut à droite, évidemment, sont les plus intéressants. Et là, on ne s'intéresse pas à la vitesse de compression, mais pour le navigateur, ce qui va être intéressant, c'est de recevoir l'image la plus légère possible, donc le plus haut, et qui va se décompresser le plus vite possible, donc le plus à droite. Donc là, Brotli est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va optimiser? On va avoir un certain nombre d'optimisations sans perte au sens visuel. On a tout ce qui va être suppression de métadonnées. Dans les images sont embarquées pas mal de métadonnées. On a différents standards, IPTC et EXIF principalement. Et typiquement, quand vous prenez une photo avec un appareil photo numérique, dans la photo, dans le JPEG, à moins que vous fassiez du RAW, mais si vous faites du JPEG, dans le JPEG, il y a aussi une version réduite de l'image qui est embarquée pour pouvoir être affichée plus rapidement sur l'écran de l'appareil photo, dans l'explorateur de fichiers de votre ordinateur, et ainsi de suite. Évidemment, cette vignette, on n'en a pas trop besoin quand on affiche l'image sur le web. Donc on peut la supprimer. Mais il y a aussi énormément de données textuelles. D'accord? Tous les paramètres de la prise de vue, des informations contextuelles, localisation et tout ça. Alors attention, si vous supprimez bêtement tous les EXIF, les IPTC, vous risquez de perdre notamment des informations de copyright qui peuvent être intéressantes, ou d'autres données, des mots-clés qui ont été mis par le photographe qui peuvent servir à l'indexation, et ainsi de suite. Donc attention à ne pas faire ça de façon un peu trop brute non plus. Autre optimisation, alors ce qu'on faisait beaucoup sur les GIF avant, voire sur les PNG, c'est réduction de la palette de couleurs. Si on a une palette indexée, il y a différentes façons de représenter la couleur dans une image. Si c'est associé à une palette, c'est-à-dire qu'il liste les couleurs et chaque pixel dit quel est l'endroit de la palette qu'il utilise, on peut réduire le nombre de couleurs de la palette au nombre de couleurs effectivement utilisées. C'est un mécanisme d'optimisation GIF notamment qui est très courant. On peut par contre aussi avoir des optimisations qui altèrent le visuel de l'image. Donc là, typiquement, quand on affichait une photo sur un écran 16 couleurs, voire moins, il y a quelques années, typiquement sur les consoles de jeux et tout ça, pour ceux qui sont assez vieux,
on a réduction avec perte de la palette de couleurs. Il y a exemple ici sur un GIF justement où on a, dans l'image source, on a 23 000 couleurs et on est capable de la réduire à 8. Alors on perd évidemment la qualité, mais on ne perd pas l'information essentielle. Et sinon, on va pouvoir aussi augmenter le taux de compression. Donc là, typiquement sur les JPEG, WebP et tout ça. Donc le facteur de compression, là on définit à droite la qualité JPEG A5. Le décime, c'est la note en fait qui représente l'aspect visuel. Donc on voit évidemment c'est très altéré, c'est pas satisfaisant, mais voilà, plus on baisse la qualité, plus on aura ces effets-là. Tout le jeu pour traiter la performance sur le web, ça va être de trouver le bon taux de compression, la compression maximum qui n'altère pas le visuel, ou pas trop. Donc justement, comment on va pouvoir définir ce taux de compression? Une grosse question qui vient ensuite. Donc le but, c'est de garder un rendu propre en réduisant le poids de l'image. Donc évidemment, ça va être intéressant, ça va être nécessaire pour préserver l'image de marque ou la perception que l'utilisateur va avoir du site sur lequel il navigue, mais ça va être aussi pour le confort de l'utilisateur. Lire une image avec des artefacts de compression, c'est pas agréable, d'accord? Donc il y a eu par exemple un gros coup pour Flickr, alors ça date un peu, mais ils avaient augmenté la compression sur toutes leurs photos. Évidemment, c'est très intéressant pour eux en termes de stockage, vu le volume d'images qu'ils ont, et puis en termes de performance pour l'affichage des pages. Mais il y a eu pas mal de commentaires très négatifs suite à ce changement de compression, donc ils ont dû faire machine arrière. Donc il faut faire attention à cet aspect plus expérience utilisateur sur la qualité des images. Donc comment on va définir le taux de compression optimal? On peut faire appel à des humains, ça c'est justement Flickr qui avait fait ça. Ils ont mis en place une sorte de jeu, de test en fait, où ils montraient aux utilisateurs deux images, une version source et une version compressée, avec différents niveaux de compression. Et ils demandaient aux utilisateurs de dire si les images avaient l'air identiques ou pas. Donc sans parler de qualité, juste est-ce qu'elles sont identiques ou pas. Donc pour voir s'ils apercevaient une différence. Et parfois ils mettaient deux fois la même aussi. Hein, donc pour essayer d'avoir un peu le bruit en fait dans le test pour être sûr que ce soit efficace. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi, avec un jeu de je ne sais plus combien d'images il y avait, plusieurs centaines, ils ont réussi à déterminer le taux de compression optimal pour toutes leurs photos. Mais ça veut dire qu'ils utilisent le même taux de compression pour toutes. Sachant qu'en fonction de l'image, en fonction de sa nature, de ce qu'il y a dedans, le taux de compression optimal finalement n'est pas le même. Du coup, il y a pas mal de gens qui réfléchissent et qui imaginent des algorithmes permettant de calculer pour une image quelle est la qualité finalement en termes de perception. C'est-à-dire on essaie de simuler la perception humaine sur l'image pour calculer le meilleur taux de compression. Donc il y en a un certain nombre. Le dernier est celui qui paraît le plus performant justement en termes de respect de la perception humaine. Et ils ont fait le même type de test que Flickr pour le vérifier. C'est Simulacra, qui a été créé par Cloudinary. Et voilà, alors c'est un graphe qu'ils ont fait eux, hein, donc à prendre avec des pincettes. Mais on voit ici la différence entre les quatre algorithmes. Plus c'est haut, plus c'est proche de la perception humaine. Et donc l'objectif, évidemment, c'est d'être le plus pertinent possible. Sachant que l'enjeu pour Cloudinary, comme pour d'autres acteurs, c'est de choisir image par image le meilleur taux de compression, pour assurer la bonne qualité visuelle, tout en assurant le poids le plus léger. C'est pour ça qu'ils mettent au point ce genre d'outils. Alors, pour la mise en œuvre derrière, un petit passage pour les SVG d'abord. Pour optimiser les SVG, vous avez un outil, c'est un outil qui est développé en Node.js, donc utilisable en ligne de commande, qui s'appelle SVGO, SVG Optimizer, tout simplement, qui propose pas mal d'optimisations. Et donc, il ne faut pas toutes les utiliser systématiquement. Il y en a qui peuvent dénaturer votre SVG, mais ça permet déjà de gagner beaucoup. Et puis, pour ceux qui préfèrent les outils graphiques, il y a Jack Archibald qui a développé SVG OMG, donc une interface web, une PWA d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent au sujet, qui permet de charger le SVG et de sélectionner toutes les optimisations possibles pour... ouais, il me reste combien de temps? Oh,
D'accord. Donc attention, si vous êtes trop violent, voilà ce que ça peut donner en termes de rendu. D'accord. Je continue. Sur les images bitmap, vous avez des outils que vous pouvez utiliser en local sur votre machine. Donc il y en a qui sont dédiés à un format. Je vais passer. Il y en a qui sont multi-formats, donc ils vont reprendre les outils qu'il y avait juste avant pour essayer de les lancer l'un après l'autre, ou en fonction des cas choisir l'un après l'autre. Donc en fonction des OS, évidemment, ça va être des outils différents. Vous avez des outils aussi qui vont être plutôt utilisés côté serveur. Donc par exemple, vous avez Summor, c'est une solution open source qui va vous permettre de faire, alors au-delà de l'optimisation de poids, puisque pour ça il va plutôt s'appuyer sur des solutions externes, il va vous gérer les différentes tailles d'images et tout ça. Donc en fait, vous lui donnez les images, ou il va les lire sur votre file system, et il va générer à la volée, avec un cache, les différentes tailles dont vous avez besoin. Je vous passe ça, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Les solutions d'optimisation, vous allez en trouver plein sur le web, il n'y a pas de problème, sur des usages ponctuels. Toujours en ligne, enfin non, en ligne, du coup, plutôt en mode SaaS, vous avez JPEG Mini, donc qui est une solution qui existe aussi en version installée, mais vous avez une solution web aussi, soit à usage unique gratuitement, soit avec un abonnement pour avoir plus de fonctionnalités. Donc là, on voit une optimisation comme ça sur une photo telle qu'elle. Vous avez d'autres solutions type Cloudinary que j'ai déjà évoquées. Alors, Cloudinary va bien au-delà de ce que fait JPEG Mini, c'est-à-dire qu'il ne va pas optimiser une image comme ça au cas par cas, tout ça. Il va gérer comme Sumbor tout ce qui est redimensionnement, découpe, optimisation bien sûr, mais aussi plein de transformations créatives, on va dire. Tout ça en mode SaaS, y compris avec une solution de gestion des assets, donc un DAM, et puis y compris de la gestion de la vidéo. Donc c'est une solution qui est très très riche. Et j'ai évoqué Simulacra tout à l'heure. Donc ils sont capables de calculer pour chaque image le meilleur taux de compression sans perdre visuellement. Ils sont aussi capables de fournir automatiquement du WebP à Chrome et Opera, du JPEG XR à Edge, et ainsi de suite. Donc on leur donne les images finalement et ils font tout. Je vous passe les schémas, vous les découvrirez, les slides seront en ligne. Autre solution très similaire, c'est IMGX. Donc c'est aussi une solution SaaS qui fait aussi du redimensionnement, du crop et tout ça. Comme Cloudinary, d'ailleurs je ne l'ai pas évoqué, ils sont capables de faire de la reconnaissance de visage pour faire le crop de façon intelligente et ainsi de suite. Bon, ils ont beaucoup moins de fonctionnalités créatives, mais si on n'a besoin que de choses simples, c'est-à-dire du redimensionnement, du crop et puis de l'optimisation, ils fournissent la même chose et ils sont moins chers en général. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire en termes d'usage. Un retour d'expérience intéressant, merci Mustapha qui est dans la salle, qui m'a fourni ça. Donc c'est Dossier Familial, qui est un site qui va être refait, si je ne m'abuse. Voilà. Donc pour l'instant il est pas refait, c'est-à-dire que le HTML, CSS, JS, tout ça sont pas optimisés, mais juste remplacer les images servies de base par des images fournies par IMGX, ça a permis d'optimiser. Donc il y a deux paliers parce qu'il y a installation de la solution de base et puis il y a optimisation de sa configuration. Mais on voit le gain sur le poids des images, enfin le poids de la page, avec l'optimisation qui est donc faite que sur les images, où on passe de méga 7 à 500 kg. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir ces solutions d'optimisation. Et une fois qu'on a mis en place ces solutions-là, donc on a choisi les bonnes dimensions, qu'on a choisi les bons formats, qu'on a choisi les bonnes optimisations, qu'on a éventuellement délégué ça à une solution SaaS ou qu'on a mis en place ça chez soi. Au passage, l'intérêt de le faire sur du SaaS, c'est qu'on n'a pas à gérer toute la tuyauterie, qu'on n'a pas à gérer le CPU, la RAM, le stockage et tout ça qui est nécessaire pour faire ce genre de choses. Donc il faut bien regarder le côté économique. Mais ensuite, on va vouloir regarder la qualité de ce qu'on a fait. Donc on a un certain nombre d'outils, je vais passer rapidement. On a un bookmarklet, par exemple, le RespImageLint, qui va charger la page dans une iframe, redimensionner à plein de dimensions et essayer d'extraire pas mal de contrôles sur des bonnes pratiques sur les images responsives. Donc c'est assez complet. Ça fonctionne même avec du lazy load, puisque ça charge la page et ça active, le JS est actif. Par contre, ça ne tient pas compte d'un écran haute densité, c'est-à-dire que si vous avez une image qui est en dimension x2 pour servir les écrans Retina, il va vous dire que c'est une erreur, que l'image est trop grande.
Donc faire attention. Sachant que j'ai fait les tests sur mon MacBook qui lui est Retina, donc il ne tient pas compte de la densité d'écran là où on teste. Bon, en tout cas, tous les autres contrôles sont intéressants. Autre solution intéressante, c'est une extension pour Chrome, Image Checker de NCC Group, qui va mettre un overlay sur toutes les images pour indiquer si elles sont trop petites. Donc c'est le bleu, plus le bleu est foncé, plus c'est petit, trop petit pour la dimension qu'on attend, et côté rouge, c'est trop grande. Évidemment, donc là, vaut mieux avoir du vert, et ça vous donne toutes les informations. Souci que je leur ai remonté et ils sont en train de bosser dessus, c'est que pareil, il y a des bugs sur les écrans Retina, donc des fois ils disent qu'elles sont trop petites, des fois elles sont trop grandes, alors qu'elles sont aux bonnes dimensions. Donc, mais ça va être corrigé. Autre solution, c'est Lighthouse qui est intégré dans Chrome, qui était disponible avant sous forme d'extension, maintenant c'est intégré. Donc vous avez un onglet audit dans les DevTools, et vous pouvez faire un audit de performance, et l'audit de performance va vous donner une note. Donc là, je précise qu'à ce moment-là, quand j'ai fait le test sur Vinatis, je pense que j'avais des gros problèmes de réseau, ce qui explique la note pourrie, parce qu'ils sont quand même un peu meilleurs que ça. Mais dans les bonnes pratiques qui sont capables d'auditer, il y a fournir les bons formats d'image, donc utiliser du WebP par exemple, puisque là je fais le test dans Chrome, gérer les images qui ne sont pas présentes au-dessus de la ligne de flottaison en gérant du lazy loading, et avoir les dimensions d'image optimales. Autre outil qui est sorti la semaine dernière, c'est tout frais, c'est Imaging Heap, développé par Zach Laserman de Filament Group. Donc un outil en ligne de commande en Node.js qui utilise Puppeteer, qui est une API Node.js qui permet d'exploiter plus facilement Chrome Headless. Et donc lui, pour toutes les images, il va lister pour différents viewports et différentes densités d'écran la dimension réelle affichée de l'image, sa dimension physique, on va dire, native, et du coup, le match, est-ce que c'est trop grand, est-ce que c'est trop petit, et ainsi de suite. Et ça vous permettra d'avoir directement l'audit. Il faut que j'avance. PageSpeed Insight, pour ceux qui ne connaissent pas, l'outil en ligne de Google va vous donner aussi des notes et vous faire des recommandations. Là, par exemple, la note n'est pas terrible, et effectivement, on peut gagner quasiment 1 méga sur les images. Autre outil, d'Airboost, qu'on évoque régulièrement, je pense, dans les meet-up. Donc, solution SaaS commerciale, c'est une start-up française, au prix tout à fait décent, qu'on utilise pas mal, qui vous fait des audits de qualité de manière générale et de performance en particulier, et qui, pareil, là, va être capable de vous dire quelles sont les images à optimiser. Il se trouve que sur le test que j'avais fait là, je ne sais plus sur quoi c'est, sur 01net, en fait, il y a pas les images sont déjà de bonne qualité, donc attention aussi à l'analyse des résultats. Ça vous dit que vous pouvez avoir une réduction de 29%, chouette, mais ces 29%, c'est en fait 1,2 kg. C'est peut-être pas la peine de s'exciter. Vous avez un outil IMGX que j'ai présenté tout à l'heure, là, en solution d'optimisation, qui fournit un outil de test aussi, PageWeight, qui va vous faire un audit des images d'une page. Donc là, je suis sur Uniqlo, par exemple, et on voit qu'on peut gagner 52% sur les images, juste sur les images. Ça détaille après, évidemment, tout ce qu'on peut gagner, image par image, et ça vous recommande aussi d'autres formats, et ainsi de suite. Pareil chez Cloudinary, Website Speed Test, qui va faire aussi une analyse, alors un peu plus poussée, là c'est sur un autre site qui est intéressant justement en termes d'exemple. Il vous donne une note globale, le gain potentiel, donc là le site, la page, juste les images dans la page font plus de 8 mégas, c'est énorme. C'est une page de blog. Et gain potentiel, alors 18%, c'est pas le gain, c'est le rapport entre le poids après optimisation et le poids natif. Et en fait, il se trouve qu'ils utilisent des PNG pour leurs photos, sur leur blog. C'est pas terrible. Donc là, les PNG, voilà, il y a le premier, là, il fait 1 méga 3, alors que si on le met au WebP, il fera 69 kg. Le gain est plutôt évident. Voilà, donc le poids optimisé représente 5,4% du poids qui est fourni actuellement. Et au passage, vous voyez juste sous les 5,4% qu'il propose de redimensionner, parce que l'image en plus est trop grande. Toujours dans le même outil, il analyse en fait 6 indicateurs différents sur l'optimisation des images, donc ça permet d'aller très loin, et il propose l'image dans le même format optimisé et des alternatives, ce qui va permettre de gagner encore plus. Donc là, attention,
le résultat global de cet outil-là n'est pas toujours pertinent parce que image par image, il va faire les optimisations. Mais des fois, il va dire, ah, tiens, dans ce cas-là, c'est le WebP qui est le plus intéressant, dans ce cas-là, c'est le JPEG XR. Sauf qu'aucun navigateur n'est capable de gérer les deux. Donc on aura forcément une version un peu biaisée. Et puis, IMGX, il fait le test sur desktop et sur mobile. Je vais arrêter. Alors que lui, il fait que sur desktop. Et sur une densité d'écran de 1, donc ce qui est un peu dommage. Pour aller plus loin, 3 liens. Donc une fois de plus, tout ça sera en ligne. Les slides seront sur ces 2 plateformes. Je les mettrai tout à l'heure. Et si vous avez des questions là, on n'a plus trop le temps, mais on pourra après. Et vous pouvez me voir sur Twitter ou sur Mastodon si vous voulez aussi discuter de tout ça. Merci pour votre attention. Désolé pour le débordement.